Dans la période d'enthousiasme qui a accompagné l'exposition internationale de l'électricité de 1881, un personnage curieux va s'illustrer en imaginant un univers du XXe siècle qu'il est particulièrement attractif de revisiter 120 ans après. Par rapport à d'autres auteurs comme Jules Verne, il a l'intérêt d'être un dessinateur au coup de crayon extraordinaire. Même si ses écrits ne sont pas passés à la postérité, ses dessins sont devenus célèbres et recherchés. Albert Robida va intégrer le peu de connaissances qu'il pouvait avoir dans un univers où il imagine un ensemble de services que l'on retrouve plus de 100 ans après dans Internet. Aussi est-il naturel de se poser la question, Albert Robida a-t-il inventé Internet ? Nous sommes en 1881. Il est bon de se replacer dans ce contexte, en particulier pour les jeunes générations qui ne connaissent aujourd'hui que les smartphones et Internet. Quand la nuit tombait, on s'éclairait à la bougie. Vivre sans électricité, c'était possible. Celle-ci n'apparaîtra qu'en 1881, ne se développera dans les villes que vers 1920 et n'atteindra les campagnes qu'au milieu du XXe siècle. Le cheval était le moyen de se déplacer en dehors de la marche à pied et du chemin de fer qui fut une des premières révolutions industrielles de la fin du XIXe siècle. L'omnibus à cheval marquait le tout début des transports en commun en ville. La voiture ne se développera que vers 1930 et ne se généralisera que vers 1960. La guerre, dont la dernière avait eu lieu en 1871, en était restée au fusil, au cheval et au canon. Les communications étaient réduites au service postal avec son facteur, dont on voit ici un exemple peint par Van Gogh. Le téléphone va être l'attraction lors de l'exposition internationale de l'électricité à Paris en 1881. Quant à la condition féminine, elle était réduite à sa plus simple expression. La femme était privée de droits, interdite de nombreuses professions, et sa formation essentiellement consacrée aux soins du ménage. Voilà en raccourci l'époque dans laquelle vivait Albert Robida que nous allons maintenant vous présenter. Albert Robida naît au cœur du vieux Compiègne en 1848. Son père est menuisier. Albert, myope et maladroit, est inapte au travail manuel. Il a par ailleurs une belle écriture et son père le fait engager chez Maître Rouard, notaire, où il restera jusqu'en 1865. Il s'y ennuie mortellement, mais son talent de dessinateur se révèle aux cours municipaux gratuits de dessin de Félix de Ligny, peintre célèbre à l'époque, et il remporte le premier prix de dessin en 1866. Délaissant quelque peu les affaires du notariat, il passe son temps à caricaturer son entourage, rédige et dessine le manuel du parfait notaire. Ce petit livre humoristique ne plaît pas du tout à son patron, qui décide de se séparer de son auteur. C'est cet ouvrage qui va décider de sa vocation. En 1866, il monte à Paris, où son talent de dessinateur va se révéler dans de nombreuses revues et publications. Arrivé à Paris, il devient l'un des dessinateurs les plus actifs dans la satire des mœurs. Après avoir participé à différentes revues, il fonde La Caricature, journal satirique
où il donne libre cours à sa verve humoristique au travers de ses dessins. Il est aujourd'hui difficile de dresser la liste de ses gravures, tant il a été prolifique, que ce soit en tant que romancier, dessinateur, graveur et pamphlétaire. On en compte plus de 60 000. Il publie de nombreux romans, dont certains dédiés à la jeunesse, comme cette Île des Centaures. Il illustre plus de 200 ouvrages, comme les œuvres de Rabelais présentées ici. Il est aussi un voyageur infatigable, qui nous fait connaître les villes telles qu'elles lui apparaissaient à l'époque dans la série de la Vieille France, illustrée ici par le volume sur la Bretagne. La qualité et la précision des dessins sont des témoignages vivants de la fin du XIXe siècle. Passionné par le Moyen-Âge, il ira même, lors de l'exposition universelle de 1900, jusqu'à recréer sur 6000 m², le long de la Seine, le Paris de cette époque. Vous pouvez retrouver une vidéo remarquable de reconstitution 3D sur le site en cliquant sur le QR code joint. Aujourd'hui, Albert Robida est surtout connu par ses romans d'anticipation. L'ouvrage Le XXe siècle paraît en fin 1882. La vie électrique en 1889 et la guerre au XXe siècle en 1887, après plusieurs essais dans des revues. L'exposition internationale de l'électricité en 1881 à Paris a joué un grand rôle dans ses projections incroyables vers le futur. Les deux premiers romans décrivent la vie en 1953 d'une famille bourgeoise parisienne, la famille Loris, dont le père est un inventeur forcené. Se projetant à cette époque, Robida décrit et surtout dessine de nombreux bouleversements sociétaux. Outre les moyens de communication, objet de notre exposition, il imagine des bouleversements qui jalonneront le XXe siècle, voire les débuts du XXIe. Les mouvements pour le droit au vote des femmes ne datent en France que du début des années 80. Robida se montre un fervent défenseur de l'émancipation féminine. Alors qu'elle n'avait quasiment aucun droit en 1880, dans ces romans qui se passent en 1953, elles ont conquis le droit de vote de haute lutte et accèdent à toutes les professions, y compris préfètes. Notons sur ce panneau que les malheureux hommes, submergés par cette marée féminine, se reprennent et créent la Ligue des droits des hommes. Robida précise « Et je prétends que le sexe fort est l'aimable sexe auquel nous devons les épouses qui nous possèdent, et que nous autres, pauvres hommes si calomniés, nous sommes le sexe faible. Oui, la faiblesse est naturelle à l'homme, comme la douceur, la bonté sont ses apanages particuliers. Le sexe qui nous opprime s'est toujours posé en victime, et toujours il affecte de se prétendre mené et terrorisé par nous. Mais, ô hommes mes frères, ô maris mes confrères, les vrais terrorisés, les douces victimes, c'est nous. Sujet de prédilection du jeune Robida, la guerre qu'il décrit est prémonitoire. Alors que l'invention majeure de la fin du XIXe siècle était le chasse-peau, forme la plus aboutie du mousquet, Robida décrit 3 formes de guerre qui vont bouleverser le XXe siècle. La première est l'usage des bombardes roulantes qui préfigurent les chars qui ne feront leur apparition qu'à la fin de la Première Guerre mondiale. La seconde
est l'apparition des aéronefs qui, eux aussi, entreront en service pendant la guerre de 14-18. La troisième est la guerre chimique, qui fera les ravages que l'on sait chez les poilus. Et il prédit, 50 ans avant le Blitzkrieg et la percée de Guderian dans les Ardennes, la guerre se gagnera en aéronefs et en bombardes roulantes, propos qui seront repris par Charles de Gaulle en 1940. Le domaine des transports est aussi une source d'inspiration chez Robida. Délaissant la voiture, il propose que les villes soient revisitées par des mini-hélicoptères que l'on appellerait aujourd'hui des drones. Le ciel est envahi de ces engins et il y a souvent des embouteillages à la sortie de l'opéra par exemple. On peut comparer ces dessins à la réalité actuelle des taxis volants à Shanghai qui atterrissent sur des plateformes proches de celles dessinées par Albert Robida. Pour le transport à grande distance, Robida prévoit 2 techniques qui vont se disputer le marché. C'est tout d'abord l'aérien, où un aéronef gigantesque, baptisé aéropaquebot, peut transporter jusqu'à 400 personnes, comme son pendant actuel, l'A380. Mais le transport terrestre n'a pas dit son dernier mot. Probablement inspiré par le tube londonien, il imagine de gigantesques tubes reliant les capitales européennes. Propulsés par un système pneumatique, les véhicules parcourent de grandes distances en quelques heures, faisant apparaître notre TGV comme un témoin du passé. Ainsi, en 1883, il invente la toute dernière technologie du XXIe siècle, l'hyperloop, dont les premiers essais ont lieu actuellement. Il est intéressant de faire un parallèle entre ce que pouvait connaître Albert Robida et ce qu'il en a extrapolé. Le téléphone avait été l'une des révélations de l'exposition internationale de 1881. Il réalisait un vieux rêve de pouvoir se parler et de s'entendre à distance. Robida, comme ses contemporains, s'enthousiasma pour cette technique et ces demoiselles qui assuraient la commutation des messages. Rappelons que cet outil fut essentiellement citadin et ne se généralisera en France qu'en 1980, soit 100 ans après son introduction. Autre rêve enfin réalisé, l'enregistrement et la reproduction du son sont apparus en 1877 avec le phonographe à rouleau. Le disque n'apparaîtra que 20 ans plus tard, suivi par le micro-sillon en 1950, puis le compact disque en 1880. Toutes ces technologies aujourd'hui sont balayées par le numérique et le MP3. On connaît bien Clément Ader pour ses exploits aériens. On le connaît beaucoup moins comme entrepreneur prolifique ayant installé le premier réseau téléphonique privé. Lors de l'exposition internationale d'électricité de 81, il présente son théâtrophone. Des micros sont placés sur la rampe de l'Opéra et de la Comédie Française. Le pavillon tourné vers la scène, ils sont reliés par un système électrique complexe à des écouteurs téléphoniques installés dans 2 salles de l'exposition. L'écouteur de gauche capte l'action qui se déroule à gauche, celui de droite retransmet l'action de son côté. La presse se fait l'écho de ce phénomène nouveau. Tous ceux qui ont assisté aux expériences ont remarqué un phénomène particulier auquel on pourrait donner le nom de perspective auditive, que l'on appelle aujourd'hui la stéréophonie. La retransmission n'est pas toujours aisée. Outre l'intrigue dramatique,
les auteurs suivent le moindre chuintement, le plus petit craquement, les bruissements d'hiver et le brouhaha. Lorsque l'exposition ferme ses portes, les installations de Clément Ader sont récupérées par le musée Grévin. Il proposera désormais parmi ses nombreuses attractions le répertoire du Cap Cons, l'Eldorado, où les microphones sont désormais installés. L'image, on le verra, joue un rôle essentiel dans l'œuvre de Robida. La fin du XIXe siècle va aussi être une véritable révolution dans ce domaine. Se faire peindre était l'apanage des aristocrates jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Puis vint la gravure qui permettait de démultiplier les clichés et qui fut de plus en plus populaire dans la grande bourgeoisie. Mais c'est l'invention du daguerréotype en 1839, puis la photographie argentique qui va progressivement atteindre toute la population. Le premier boîtier Kodak à film souple date de 1880. L'utilisation de la photographie dans la presse et l'invention de la carte postale vont se généraliser à la fin du siècle. Robida, homme de presse, connaissait naturellement ces développements. Mais il fait une grande place à l'image animée, alors que seuls des balbutiements comme le zoopraxiscope existaient quand il écrit le XXe siècle. Les frères Lumière inventent le cinématographe en 1895. Le tout premier film de 2 secondes avait été tourné auparavant par Graham Bell en 1891. Robida, bien évidemment, ne pouvait s'appuyer sur ces innovations, et pourtant, une bonne partie de ses dessins sont basés sur l'image animée. Autre innovation qu'il ne pouvait imaginer, la radio et ses prolongements vers la radiodiffusion ou la télévision. Marconi en présentera les principes en 1896 et la radiodiffusion n'apparaîtra qu'en 1921, diffusée depuis la Tour Eiffel. Ne pouvant imaginer la voie aérienne de la radio, c'est donc via des câbles que se propageront les sons et les images chez Albert Robida. Il y a assez peu de dessins sur les aspects technologiques chez Robida. Son intérêt se porte avant tout sur les usages qui en sont faits. Pour ce qui concerne l'image, il imagine de grands écrans plats, de forme la plus souvent ovale, basés sur une plaque de cristal. La vidéo qui suit explique comment se forme l'image. Écoutons comment Albert Robida a décrit cet écran plat. Une sorte d'éclair traversa la plaque de cristal. Un point lumineux se forma au centre, grandit avec des mouvements vibratoires et des scintillements. Puis, brusquement, la scène de l'opéra tout entière apparut avec la plus grande netteté. Pour la prise de vue, nous ne savons pas comment on opère, mais le dessin présenté ici et sa comparaison avec les caméras de prise de vue professionnelles est intéressant. Pour le son, Robida fait coexister ce qu'il connaissait à l'époque. Son téléphonoscope utilise le pavillon acoustique pour la reproduction et le microphone du téléphone pour l'émission. On a là un système dit main libre. Il ne pouvait connaître les effets d'écho ou l'effet Larsen qu'un tel système allait engendrer. Il faudra attendre les années 80 pour que ces problèmes soient maîtrisés grâce aux prouesses techniques du traitement du signal acoustique. Robida va imaginer des quantités impressionnantes de services.
Mais comme tout cela se passe par des fils, il comprend vite qu'il faudra une quantité impressionnante de câbles, en particulier dans les villes. Il en dessine alors le sous-sol avec une multitude de conduites, ce qui est très proche de la réalité actuelle. Ces deux dessins sont intéressants car ils montrent que Robida avait conscience de la complexité du système qu'il avait créé. La seule référence de service à la demande était le téléphone ou le théâtrophone. Le premier opérateur présenté ici est un gestionnaire de service qui répond à la demande des clients. Ce modèle de fonctionnement est à l'évidence calqué sur les demoiselles du téléphone. On appelle un opérateur, on lui dicte son choix et il vous met en relation avec le service proposé. Cours de bourse, opéra, poésie, etc. Le second montre un opérateur complètement dépassé par l'amoncellement de fils de bobines de moteur. Bien évidemment, Robida ne pouvait pas connaître la notion de programmation et les outils issus de l'informatique qu'Internet va intégrer naturellement. Albert Robida et son collègue Octave Uzanne annoncent dans un ouvrage paru en 1895 la fin des livres. Ceux-ci sont condensés dans cette cornue, broyés et transformés en petits cylindres de cire durcie dans lesquels on retrouvera tous les classiques de la littérature ou de la musique. Il suffira d'introduire l'un de ces cylindres dans une machine et elle vous dira immédiatement ce que vous avez commandé. Ainsi, 120 ans avant l'incroyable capacité de stockage des clés USB ou des cartes SD, les auteurs ont imaginé l'évolution de la micro-informatique. Et ils vont plus loin encore, en inventant des systèmes portables. Soit à la maison, soit à la promenade, en parcourant pédestrement les sites les plus remarquables et pittoresques, les heureux auditeurs éprouveront le plaisir ineffable de concilier l'hygiène et l'instruction, d'exercer en même temps leurs muscles et de nourrir leur intelligence. Car il se fabriquera des phono-opérographes de poche, utiles pendant l'excursion dans les montagnes des Alpes ou à travers les canyons du Colorado. Ne serait-ce pas le smartphone qu'ils décrivent ? La fin du XIXe siècle a été très propice au développement des journaux. L'évolution sociale, avec l'école de Jules Ferry, a permis au plus grand nombre de lire et écrire. De ce fait, les journaux se sont multipliés et Robida lui-même a commencé sa carrière dans les journaux satiriques, en particulier la caricature. Les grands scandales comme l'affaire Dreyfus et les feuilletons quotidiens comme les mystères de Paris ont créé une véritable boulimie pour la presse. Il est donc naturel qu'en tant que journaliste, Robida se projette dans le XXe siècle en inventant ce qui sera plus tard la radiodiffusion. Ce qui est très intéressant est le fait que ce journal parlé arrive par le câble dans la famille. La TSF, télégraphie sans fil, n'apparaîtra qu'en 1995 et la radiodiffusion en 1921. Ce qui est encore plus surprenant est la diffusion d'informations ciblées, on dirait aujourd'hui on demand, dans un omnibus. Ce dessin est absolument remarquable. Il préfigure ce que seront les services d'Internet avec les smartphones dans le métro. Le téléphonoscope n'est pas une invention de Robida, puisque des dessins de Dumouriez, père de la célèbre auteure, en font état vers 1880. Mais c'est Robida qui en a popularisé le concept en lui prêtant 1000 applications. Voilà ce qu'il en dit. Parmi les sublimes inventions
dans le XXe siècle sonore, parmi les 1001 merveilles d'un siècle si fécond en magnifiques découvertes, le téléphonoscope peut compter pour une des plus merveilleuses, pour une de celles qui porteront le plus haut la gloire de nos savants. Et cet appareil reçoit un excellent accueil. L'invention du téléphonoscope fut accueillie avec la plus grande faveur. L'appareil, moyennant un supplément de prix, fut adapté au téléphone de toutes les personnes qui en firent la demande. Le téléphonoscope est utilisé de deux manières. La première présente sur ses dessins des applications qui sont ni plus ni moins que nos services de télévision. Le théâtre, à la fin du XIXe siècle, était le spectacle le plus populaire, avec sa variante, l'opéra. Ampida, bien sûr, en fait une application naturelle, comparable à l'émission qui a eu un grand succès à la télévision, Au théâtre ce soir. Voilà ce qu'il en dit. L'art dramatique trouva dans le téléphonoscope les éléments d'une immense prospérité. Les auditions théâtrales téléphoniques, déjà en grande vogue, firent fureur dès que les auditeurs, non contents d'entendre, purent aussi voir la pièce. Les spectacles de cabaret, réservés à une clientèle particulière et non accessible aux jeunes filles, a un grand succès chez ces messieurs. Par ailleurs, l'information en direct joue un rôle essentiel. Ici, on y voit le sac du Palais d'été à Pékin, événement qui avait suscité une très forte émotion dans le public. Enfin, Robida projette son téléphonoscope en Afrique, où les populations peuvent aussi recevoir les spectacles parisiens. Ce téléphonoscope utilisé en face-à-face n'est autre que ce que nous avons souvent appelé visiophone. Voilà comment le présente Albert Robida. Cette invention permet non seulement de converser à de longues distances avec toute personne reliée électriquement au réseau de fils courant le monde, mais encore de voir cet interlocuteur dans son cadre particulier, dans son home lointain. Heureuse suppression de l'absence qui fait le bonheur des familles, souvent éparpillées par le monde à notre époque affairée, et cependant toujours réunies le soir en centre commun, si elles veulent, dînant ensemble à des tables différentes, bien espacées, mais formant cependant presque une table de famille. On est très proche de ce que nous avons vécu pendant la terrible pandémie du coronavirus en mars 2020. Le visiophone a été le véritable monstre du Loch Ness des télécommunications. En 1970, les premiers terminaux utilisent la toute récente numérisation des images. Mais le succès n'est pas là. Le visiophone devait être le service phare de Biarritz en 1984. Ce sera un quasi-échec. On le retrouvera en 1986 sur le RNIS sans succès. Sur Internet, après une longue période de stagnation, le service de visiophonie a explosé grâce au coronavirus. En période de confinement, il s'est révélé un outil essentiel pour garder le lien social via Skype ou WhatsApp. Sa version sous forme de visioconférence a eu un succès retentissant et beaucoup de familles ou d'entreprises l'ont adopté. Eh bien, voyez ce dessin de la réunion apéritive d'une famille éclatée sur tous les continents. Elle a été vécue des milliers de fois de mars à juin 2020 et Robida l'avait imaginé en 1983. Le téléphonoscope est aussi un outil de lien social. Mieux que le téléphone, le visiophone permet les effusions sentimentales pour ce jeune couple séparé. Robida ira même jusqu'à inventer le baiser par visiophone. Enfin, image touchante, le père en mission au fin fond de l'Asie pourra voir et entendre les premiers vagissements de bébés. Certains liens ne sont pas forcément désirés.
Ainsi, cette mégère qui terrorise son mari en lui annonçant son retour. Et oui, le téléphonoscope a quelquefois des inconvénients. Replongeons-nous dans l'époque où Robida dessine ses images. Rappelons la vogue du Bon Marché, premier grand magasin en Europe et qui a servi de modèle à Zola pour écrire au bonheur des dames. C'est justement vers 1980 que ce type de commerce se développe, attirant le monde de plus en plus évolué de la petite bourgeoisie et des employés. Le Bon Marché va même inventer en 1890 la vente par correspondance avec ses catalogues alléchants. On ne sait si Robida a eu connaissance de cette nouveauté, mais il s'en empare et fait du e-commerce un service idéal pour son téléphonoscope. Par nature, il prend comme exemple une négociation sur une toilette, ce qui était l'un des créneaux classiques du Bon Marché. En 1881, un événement majeur a marqué Albert Robida. Jules Ferry a créé l'école obligatoire pour les garçons et les filles. Cela lui donne des idées et dans la foulée, il invente l'enseignement à distance avec d'un côté le cours d'histoire avec des projections via le téléphonoscope, mais aussi l'enseignement à distance interactif avec le maître qui peut interroger les élèves. Ce service a été la base même de l'enseignement pendant le confinement lié au coronavirus et il a montré son efficacité pour que la classe puisse continuer. Le e-learning. La jeune fille du dessin suit les cours de mathématiques de l'École polytechnique de Zurich. Ce remarquable dessin fait apparaître plusieurs caractéristiques intéressantes. La jeune fille suit des cours de très haut niveau en sciences, alors qu'à l'époque de Robida, cela lui était interdit, comme l'illustre par exemple la carrière de Marie Curie, que vous pourrez revivre dans l'exposition d'Arts en Sciences qui lui est consacrée. Elle a accès, en premier lieu, à des cours magistraux où elle peut intervenir et poser des questions. Le service que décrit Robida est le même que celui actuellement proposé par les très grandes écoles internationales comme le MIT, Harvard ou l'École polytechnique. Les femmes à l'époque pouvaient à la rigueur prendre des cours de littérature ou de musique, mais la science était réservée aux garçons. Robida lève cette barrière. Regardez bien ce dessin. On y voit distinctement un projecteur et le système sonore main libre dont nous avons déjà parlé et qui permet les interventions. Nous avons vu les services de diffusion, qu'ils soient parlés ou en images. Nous avons vu les services en face à face. Mais Robida va plus loin encore et invente les services à la demande. Le livre était à l'époque l'outil principal de la culture. L'édition à la fin du XIXe siècle était florissante, en particulier avec les parutions de romans feuilletons dans la presse. Rappelons que la notion de bibliothèque a été l'apanage, là encore, de l'aristocratie ou de la très haute bourgeoisie jusqu'à la Révolution. La notion de bibliothèque publique n'est que très récente à l'époque de Robida, et celui-ci a peut-être imaginé se servir de livres à la demande de par les exemples anglo-saxons qu'il devait connaître. En fait, Robida va transformer complètement la lecture en prévoyant la fin des livres au profit de ce que l'on pourrait appeler des audiobooks. C'est ainsi que la jeune femme dessinée ici écoute dans son sofa la lecture d'un roman. Ce dessin de 1895 est issu d'un ouvrage d'Octal Uzan, illustré par Robida et intitulé « La fin des livres », dont l'une des maximes était « Je crois au succès de tout ce qui flattera et entretiendra la paresse et l'égoïsme de l'homme ». De même, pour préparer le bachot,
rien ne vaut le livre audio. Le phonographe à rouleau n'a que quelques années. Albert Robida perfectionne le système en le rendant accessible à distance. Nous avons décrit dans la partie consacrée aux technologies l'invention par Albert Robida de la clé USB. Elle est utilisée ici pour introduire de la musique, mais également des audiobooks, puisque Robida, avec son ami Octave Usanne, prévoit en 1895 la fin des livres. Il imagine de plus un service de musique à la demande que l'on voit fleurir sur Internet, aujourd'hui par exemple sur Deezer. L'image animée était le point fort des fantasmes de Robida. Il va inventer la vidéo à la demande, qui est actuellement l'un des services les plus populaires sur Internet, avec par exemple la Cinétech ou Netflix. Rappelez-vous que Robida, quand il dessine cela, ne connaît ni le magnétoscope, ni le cinématographe, et encore moins la télévision. Sa seule référence était le théâtrophone, qui était un service audio. Il fallait posséder une imagination délirante pour créer ses dessins. Il décrit l'accès au service en ces termes. Et M. Ponto appuya sur le timbre de l'appareil et prononça ces mots dans le tube téléphonique. « Mettez-moi en communication avec l'Opéra de Paris. » Un timbre lui répondit immédiatement. « La communication est établie, » dit M. Ponto. « Baissez les lampes, nous n'avons pas besoin de lumière. » Nous avons vu précédemment les services de diffusion de l'information chez soi et l'accès à des services à la demande. Albert Robida va encore plus loin et invente les services à la demande dans l'omnibus Madeleine Bastille. Bien sûr, il ne pouvait imaginer ce que serait un smartphone, mais nous voyons ici la préfiguration de ce que l'on peut voir à Singapour ou sur la ligne 14 à Paris, qui emprunte le même trajet que l'omnibus Madeleine Bastille de Robida. Ce dessin est absolument remarquable. Il préfigure là ce que seront les services d'Internet connectés avec les smartphones dans le métro ou ailleurs. Ici, bien sûr, chaque personne a accès au service en se branchant par un fil. Robida savait que tout progrès technique a ses revers. Il dessine donc un phénomène que nous connaissons bien aujourd'hui, l'intrusion des sons qui sortent de partout. Il a par ailleurs inventé le visiophone, mais celui-ci peut s'avérer gênant pour certaines personnes. Offenbach, qui était en pleine vogue à l'époque, avait dans les contes d'Hoffmann volé son reflet au malheureux Schlemihl. La personne que l'on voit ici a elle aussi peur que le téléphonoscope ne lui ait volé son image. Mais l'un des dessins les plus réalistes est cette réunion de vieux messieurs face à une erreur d'aiguillage qui leur montre une jeune fille en train de se déshabiller. Et non, mesdames, ne vous déshabillez pas devant le téléphonoscope. Noyés par toutes ces technologies, tous ces services, broyés par le stress créé avec les drones qui envahissent tout, le citadin a de plus en plus de mal à supporter la vie en ville. Pour le ressourcer, le gouvernement a créé une zone en Bretagne où le progrès technique est banni et le téléphonoscope interdit. C'est la réserve du parc d'Armorique où les énervés vont se précipiter et venir se rouler dans l'herbe. Voilà comment Albert Robida les présente. C'était l'arrivée annuelle des citoyens lamentables, venant chercher leur repos dans le calme et la tranquillité des Landes. Ouf! Enfin l'air pur, non souillé par toutes les fumées soufflées par les monstrueuses usines. Il fallait les voir jaillir de toutes les voitures,
les pauvres énervés se laissaient tomber sur la première herbe venue. Ici, pas de téléphonoscope. La communication est assurée par le dernier facteur et les Bretons survivent grâce aux fest-noz. Robida, après 1890, abandonne la prospective et se consacre à l'illustration de nombreux ouvrages. La guerre de 14-18, qu'il avait si bien décrite dans la guerre au XXe siècle, va lui prendre un fils et en blesser gravement un second. En 1919, il renoue toutefois avec la prospective dans une revue, Les Annales. Mais beaucoup de choses ont eu lieu. La verve prophétique est éteinte, et loin d'être un propagandiste des développements de la science et d'une société mécanisée, Robida exprime ses doutes profonds sur le futur et rappelle le bonheur d'antan où l'on pouvait flâner en ville ou en campagne. Prenez le temps de lire ce texte qui paraît issu d'un pamphlet écologiste de 2020. Il y rejoint le pessimisme de Jules Verne qui, dans son roman Paris au XXe siècle, avait dépeint en 1960 une vie où l'industrie et la finance avaient tué la poésie, la littérature et la rêverie. Vous venez de parcourir cette exposition. Nous espérons que vous en avez apprécié le contenu. Si vous voulez la redécouvrir chez vous, vous pouvez le faire sur l'exposition virtuelle éponyme à l'adresse indiquée sur le panneau. Vous pourrez également acheter l'ouvrage qui en est issu en le commandant sur le site d'Armor Science. Cette exposition est une première, sous sa forme et de par les technologies employées. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires en les adressant à Armor Science. Merci de votre visite.